génération, nous vous induisons en erreur. Je ne sais pas si je suis là injurieux vis-à-vis de mes confrères ou de mes aînés, mais je dois dire, par exemple, que Jacques Opango, être enterré à Bunji, c'est une personnalité nationale. Comment se fait-il qu'on vous n'ayez enterré là-bas? Puisque beaucoup de Congolais n'ont jamais traversé la Léchini. Comment vous allez... Bon, vous voyez, Alfred Raoul est enterré à Pointe-Noire. Mais c'est un président de la République. Il y a un tombeau de président là-bas. La capitale, c'est ici. Là, je déborde peut-être. Si ça offense des gens, vous supprimerez cela. Mais vous voyez que c'est des choses qui écœurent parce qu'on est inconscient. À un moment donné, tu deviens homme public et le peuple a des droits et des devoirs sur vous. Donc vous ne pouvez pas à un moment dire, donc il devient personne privée, mais quelle personne privée? Et pour la jeunesse qui vient, pourquoi vous effacez ce repère-là? Donc voilà un peu ce que je dis. Chacune de nos aînés ou de nos anciens, dans les métiers qu'ils ont exercés, sont des modèles, sont des exemples. Malheureusement, que nous-mêmes, nous ne mettons pas à la portée des petits pour méditation. Bon, j'espère que ça sera corrigeable avant qu'il ne soit trop tard. Excellence, que peut-on retenir de la période Yombi Opango avec en toile de fond le VDA, c'est-à-dire vivre durement aujourd'hui? Le tempérament du président Yombi nécessitait qu'il préside à la République pendant qu'un parti au Parlement soit majoritaire, mais qui ne lui appartienne pas. Étant donné son tempérament de chef militaire et son tempérament d'homme ordonné, il fallait un contre-pouvoir puissant, donc un parti puissant, mais qui ne lui soit pas dévolu. Et là, il pouvait bien faire. C'est ainsi aussi que le président Lissouba. Sa chance était que pendant qu'il était sa première année, ses 2 premières années, que le parti l'UPADES ne soit pas majoritaire au Parlement. Sa chance, c'est que le PCT soit majoritaire au Parlement et que lui préside. Nous n'avons pas retenu la leçon. C'est ce que je voulais dire. Que retenir la leçon. Parfois, tel tempérament peut gouverner en période de ceci, à condition qu'il y ait des contre-pouvoirs pour pouvoir l'aider à traîner. Étant donné ce que nous sommes, les Congolais, les Tchadiens disent de nous, petit, mais tête dure. Mais en politique, c'est pareil. On est têtu. Bon. Donc, pour nous guider, il faut parfois un bon militaire, mais ce militaire ne peut pas nous diriger comme une armée. Il faut que ce soit un régime parlementaire, avec un parlement conséquent, mais qui ne lui soit pas dévolu. Pensez-vous, Monseigneur, que les Congolais avaient compris le sens réel de la conférence nationale pour se lancer ensuite dans des guerres civiles? Le peuple avait bien compris et savait ce qu'il lui fallait pour le temps et de la conférence et de la transition. C'était donc la réconciliation, la moralisation et le nouveau départ de la vie politique. Dommage que quelques cadres n'aient pas compris. Quelques cadres n'aient pas compris. Je dois dire, s'il y avait, oh Dieu merci, c'est pas à recommencer parce que c'était pénible pour certains moments, pour certaines personnes. Mais dommage que nous ayons perdu tant d'occasions où le peuple est, en tout cas, un pour un objectif donné. Nous étions un pour la réconciliation. Nous étions un pour la moralisation. Nous étions un pour la reconstruction. Le peuple ne s'était pas trompé. Mais la faute, les fautes ont commencé. Peut-être que la cérémonie de lavement des mains, on devait y associer les rois Makoko, les rois Luango, toutes les notabilités de nos fonds des forêts, de tout. Peut-être.
Mais même si cela était fait, le premier péché de la conférence, ce n'est pas parce que certains ont voulu trouver des fautes qui n'existaient pas. La première faute de la conférence, c'est certains ont refusé de laver les mains. Certains ont refusé de laver les mains. La deuxième faute, on ne nous a pas laissé mettre en place les institutions. Les élus étaient trop pressés pour exercer, soi-disant, leur pouvoir. Voilà les deux fautes que ce n'est pas le peuple qui les a commises, ce sont nous les responsables. Ne pas laver les mains, ne pas demander pardon et se précipiter sur un pouvoir qui vous est déjà donné par le peuple. La troisième faute, la dissolution de l'Assemblée, qui n'était pas acquise au président, mais que le président pouvait éduquer, former au bien de la nation, au bien du peuple, malheureusement. Monseigneur, peut-on connaître ceux qui ont refusé de laver les mains? Le peuple connaît. Le peuple connaît. Moi, j'étais dans le feu de l'action. Je me suis aperçu que certains se sont avancés, d'autres se sont abstenus. Mais le peuple et la caméra, Dieu merci, les caméras étaient là. Donc, le peuple connaît lequel de ses responsables n'a pas voulu laver les mains, lequel de ses responsables est allé pour la forme laver les mains, lequel de ses responsables a vraiment de tout son cœur lavé les mains. Les caméras sont là et je pense que les archives sont aussi là. Ce n'est pas la peine de dire je ferai la confession des péchés que je n'ai pas commis. Vous avez été le président du Conseil supérieur de la République. Pouvez-vous nous relater l'ambiance de l'époque? Vous savez que quand on ne s'attend pas à quelque chose, on est d'abord ému, ébloui. C'est mon cas. Je ne m'attendais pas à faire de la politique. À l'unanimité, on me désigne comme président de la Conférence nationale souveraine. Donc, ceux qui avaient précédé, comme le général Louis-Sylvain Ngoma, me servaient de repère avec, disons, mes propres intuitions. Élu président du Conseil supérieur de la République, je ne m'y attendais pas. Là aussi, émotion. Et puis, bon, puisque c'est un service, les autres m'ont dit non, continuez, c'est un service qu'on vous demande. À tâtons. Mais ce qui est décourageant, c'est que, et tout le monde a dû le remarquer, quand les problèmes sont posés d'une manière scientifique, objective, presque une infime minorité seulement parle. Et quand c'est des faux problèmes sentimentaux ou quoi, alors là, c'est vraiment là, bon, c'est déroutant. Et vous avez dû entendre parler d'un acte 18 que je n'aurais pas signé ou d'une cafouille. Quand je regarde la malhonnêteté de ceux qui attisaient l'opinion, je dis c'est très dommage. Ils savent très bien que l'application de tel acte, tel qu'il a été conçu, est nuisible au peuple. Ça ne servira pas au peuple. Mais ils avaient soif de voir couler le sang. C'est malhonnête. Au moment où l'on parle de réconciliation, il y en a qui attisent le feu, la haine. C'est malhonnête. C'est là où je dis, c'est difficile. Mais je ne peux pas me plaindre dans la mesure où, quand même, toutes les forces armées, tous les cadres, d'ailleurs, ils me l'ont reproché. Vous voyez, Monseigneur, nous nous sommes tués, nous avons blanchi les nuits pour le bien du peuple. Vous voyez comment le peuple nous récompense maintenant? J'ai failli pleurer. Mais je pense que Dieu en tiendra compte. Et les ancêtres déjà en tiennent compte. Même si on ne les reconnaît pas, on ne nous reconnaît pas dans ce que nous avons fait de bien. Voilà donc le climat. Quand il s'agit de faire quelque chose de bien, la majorité est infime, les compétences sont rares, mais quand il s'agit d'attiser le peuple dans une mauvaise voie, mais que les gens connaissent que c'est mauvais, malgré l'expérience que nous avons, bon, voilà un peu le climat dans lequel, personnellement, je ne souhaiterais pas recommencer l'expérience, parce que peut-être j'ai vieilli, mais parce que aussi, il y a des traumatismes. Je pense que chat échaudé craint l'eau froide, donc on ne peut pas recommencer
ces choses-là tout le temps. Voilà. Excellence, quels étaient les axes d'effort du Conseil supérieur de la République, Parlement de transition que vous présidiez à l'époque? Les axes, en réalité, il n'y en avait pas plusieurs comme axes. Il s'agissait de mettre la République en place, les institutions en place. Comment? En redonnant la parole au peuple. C'était la démocratie, donc le peuple devait élire ses responsables librement. Je pense que nous avons réussi. Maintenant, il fallait mettre les institutions en place. Nous avons commencé, et c'est là où les politiciens se sont précipités sur le pouvoir. S'il y a faute, c'est là. Je pense que si nous étions avisés, nous devrions nous constituer, nous, Conseil supérieur, en instance d'arbitrage des premiers pas de la République. Mais nous n'avions pas conçu cela. Nous avons pensé que les élus devaient commencer la nouvelle République avec tous les attributs que la Constitution leur reconnaissait. Nous n'avons pas fauté dans la mesure où on ne peut pas vivre en société sans se faire confiance. C'est eux qui nous ont dribblés ou qui ont trahi le peuple. Mais le peuple ne les avait pas élus pour seulement un mois. Ils pouvaient attendre 2, 3 mois qu'on mette les institutions en place. Et quand nous commencions à voir que certains n'obéissaient pas à la Constitution, nous avons pris la responsabilité d'aller les aviser. Ils se sont crus au-dessus de la loi, etc. C'était dommage. Donc, la Constitution, elle était votée, les élections se sont bien passées, la mise en place des institutions, c'est là où, malheureusement, ça n'a pas marché, parce que les gens n'ont pas voulu obéir. Êtes-vous fier, Excellence, d'avoir été président de la Conférence nationale souveraine et aussi président du Conseil supérieur de la République, Parlement de transition? Je remercie le peuple congolais d'avoir fait cette expérience dont je suis fier devant Dieu. Mais quand je dis je, ce n'est pas moi, l'individu Combo. Je suis fier d'avoir connu les militaires qui exerçaient les postes de responsabilité à l'époque. J'ai beaucoup appris d'eux, même comme prêtre. J'ai beaucoup appris des hauts commandements de l'époque. Je dois dire, sans flatterie, mais honnêtement, j'ai connu, apprécié, estimé, et même, sans complexe, je peux dire, j'ai aimé celui qui tenait la place de président de la République en ce moment-là. Je l'ai aimé comme président, je l'ai estimé comme militaire. Dommage que les intuitions qu'il avait, ce qu'il m'avait donné comme impression, n'ait pas traversé la transition. Ça, ce n'est plus ma faute, ni peut-être sa faute. Mais je bénis le Seigneur, j'en suis fier. Donc quand je dis je, ce n'est pas de moi tout seul. Ce que j'ai, j'allais dire l'expérience, si l'expérience de bonheur il y a, je le dois au ministre Milongo, parce que aussi, ce n'était pas facile, la turbulence, les soi-disant forces du changement, il fallait les maîtriser. Bon, le chef de l'État, et puis les forces armées. Dommage, très 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 dommage que la période de la transition, comme il l'avait dit lui-même, que nous n'ayons pas eu, comme on dit, transmis le relais, le témoin. L'un de nous devait transmettre le témoin. L'un de nous devait continuer. Peut-être ma faute d'avoir refusé trop tôt. Peut-être, mais assumons ça. Mais voilà, je suis fier devant Dieu, d'autant plus que si, malgré la soif ou de vengeance ou de sang qu'on avait, mais je ne pouvais pas dire tout seul, non, il fallait des forces derrière moi.
et que ces forces-là ont communié à ce que j'étais et respecté dans ce que je disais, j'en suis fier. J'allais dire, rien qu'avec eux, j'aurais eu l'envie de continuer. Parce que le service à rendre était palpable et était visible. Donc, s'il y avait un dernier mot à dire, je pense qu'en souvenir et de la transition et de la question que vous me posez, je pense qu'il faut cultiver l'amour, tout simplement. Ça s'appelle le patriotisme. L'amour, c'est un jargon religieux. Et puis, les photos ont tout galvaudé. Mais peut-être en parlant de patriotisme, l'amour de la patrie. Tu ne peux pas aimer une patrie sans en aimer les habitants, sans en aimer le territoire, sans en aimer les femmes, sans en aimer les jeunes, sans en aimer les cadres, sans en aimer, etc. Le patriotisme. Si on pouvait prier cette période où nous prions pour l'unité, si l'on pouvait prier pour que nous ayons l'amour de la nation, l'amour du pays, le patriotisme. Et quand j'entends que des gens en tenue militaire se consacrent au viol, c'est triste à en mourir. C'est triste à en mourir. Un militaire ne meurt que pour les autres. Un militaire ne tue pas, mais surtout pas sa nation. Un militaire, sa vocation, c'est de mourir pour les autres. Et c'est pourquoi on le respecte, c'est pourquoi on l'aime, c'est pourquoi on le sécurise, on lui garantit et sa famille et sa vie. La prostitution est arrivée à un tel degré que les personnes en tenue militaire vont piller, vont violer la jeunesse. Alors là, les bras m'entendent. Mais je sais que, et je pense que la reprise est possible. La reprise est possible. Celui qui pense qu'il est un délinquant né, qui ne peut pas ne pas se tenir, mais il enlève le costume au moins. Il enlève au moins. Et puis il fait ce qu'il veut, mais pas en tenue. Pas en tenue. On ne se sert pas de l'arme pour sa famille, pour sa nation. Donc, je pense qu'il y avait une prière à faire, un souhait, c'est de nous souvenir de nos anciens qui, chacun d'eux, peut nous enseigner telle valeur, telle valeur, telle valeur. Et aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est l'amour de la nation, l'amour de la patrie, le patriotisme, tout simplement, pour que ce pays relève tous les défis. Et nous en avons les atouts. Nous en avons les atouts. Nous sommes riches, nous sommes peu nombreux, nous en avons les atouts. Donc il faut prier que le diable qui nous tente pour nous minimiser, pour nous enliser dans le mépris les uns des autres, ce diable-là perde pied, que s'en aille du Congo et que la dignité, la fierté renaissent dans tous les cœurs. La dignité dans le travail, la fierté de rendre service, à commencer par les forces armées, etc., etc. C'est ma prière en tant que prêtre, donc que la nation congolaise retrouve son âme et sa dignité. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous avons reçu aujourd'hui Son Excellence Monseigneur Ernest Kombo, président de la Conférence épiscopale du Congo, évêque d'Ouando, ancien président de la Conférence nationale, ancien président du Conseil supérieur de la République. Merci de votre fidélité. Au revoir. Ici présents, bénis aussi leurs compagnons de travail, bénis les circonstances de leur vie et bénis-les. Au nom du Père Tout-Puissant et du Fils, notre Sauveur, et du Saint-Esprit.
Amen.